Je vous présente la conférencière de clôture, donc Chiara Piazzesi, qui est professeure titulaire au département de sociologie de l'UQAM, qui est également titulaire de la chaire Erika pour l'étude des relations intimes, conjugales et amoureuses, avec qui nous organisions cette troisième édition de la grande rencontre du partenariat Famille en mouvance. Elle est chercheure principale du projet Mapping Contemporary Love and Intimacy Ideals in Canada, qu'on appelle MACLIC. Ses intérêts de recherche comprennent les relations intimes, les questions féministes, les questions de genre, les pratiques numériques et la sociabilité numérique. Elle est membre du partenariat de recherche Famille en mouvance, du RECEF, du CRIPCAS, et elle est parmi nous pour cette conférence de clôture intitulée « Vivre hors du couple, étude de cas sur les personnes non monogames, célibataires et non cohabitantes ». Je te laisse la parole. Donc aujourd'hui, je vous présente justement comme Simon le disait, je présente en fait des analyses basées sur un sous-échantillon du projet MACLIC. Je vous expliquerai qu'est-ce que ça mange l'hiver, le projet MACLIC. Un sous-échantillon qui regroupe les personnes qui ont des modes de vie alternatifs aux couples monogames cohabitants. Donc, des personnes célibataires qui peuvent ou pas avoir des fréquentations, donc faire du dating, des personnes en relation non cohabitantes, donc ce qu'on appelle living apart together, ou chacun chez soi, des personnes en relation non monogame consensuelle. Et je vais analyser rapidement, 100 ans, je vais minutes, 25, les parcours relationnels de ces personnes, les raisonnements, les perspectives, les idéaux, récits de soi qu'elles livrent. Donc, un peu au croisement entre, un peu en connexion, je pense, avec ce que Grace racontait ce matin sur justement la production de narration, les témoignages. Ah, merde. Mais veux-tu la faire avancer sans que je... Tu peux la faire avancer. Voilà, parfait. Donc, c'est quoi les projets MACLIC? Comme Simon le disait très gentiment, Mapping Contemporary Love and Intimacy Ideals in Canada, c'est un projet qui est financé par le CRSH où nous avons en fait, sur la base d'un questionnaire quantitatif, nous avons fait ressortir 5 profils d'attitude sur les conceptions de l'intimité et les attentes relationnelles des personnes dans la population canadienne. Ensuite, j'ai réalisé en 2024 50 entretiens de suivi avec un échantillon qui était à l'intérieur justement des 4000 observations qu'on avait pour le questionnaire. Il a été, en fait, ça a été un échantillon raisonné parce qu'on a sélectionné dans chacun des profils. Donc, ça, je vous raconterai ça une autre fois, c'est trop long. Mais nous avons en fait utilisé une approche de théorisation abductive parce que nous avions certaines hypothèses, mais il y avait plein de surprises qu'on s'attendait à avoir et effectivement, on est en train d'avoir sur le terrain qualitatif. Ça, c'est l'échantillon qualitatif. Juste pour vous donner une idée, nous avons les 5 profils que vous voyez. Est-ce que j'ai un pointer? Oui. Les 5 profils que vous voyez ici, que ce sont de profils d'attitude sur des indicateurs justement d'attente relationnelle, conception de l'intime, donc qui vont des attentes et des idéaux très modernes à des attentes et des idéaux plutôt traditionnels, donc les all-in romantic. Ça, c'est juste un avant-goût d'une autre présentation que je ferai un jour. Mais ici, en fait, j'ai plutôt sélectionné des cas pour faire un travail, puisque les sous-échantillons sont très petits, pour faire vraiment un travail illustratif. Donc, j'ai choisi des cas qui était emblématique de configuration hors couple. J'ai fait une exploration des caractéristiques saillantes dans chaque cas et dans chaque groupe de cas. J'ai fait des comparaisons entre les groupes de cas et entre groupes de cas. C'est très cacophonique, mais voilà. Et j'ai adopté une approche évidemment particulariste, heuristique, donc plus pour susciter des réflexions et des pistes d'interprétation que pour avoir des données solides sur un gros échantillon, ce qui était impossible. Donc, qu'est-ce que ça donne que ce sous-échantillon de personnes justement célibataires, non monogames ou non cohabitantes? Ça donne un échantillon de ce type. En fait, il faut dire que notre sous-échantillon qualitatif est quand même très
éduqués. Donc, ça, c'est une limite. Je n'ai pas mis les données sur les niveaux d'éducation, mais ça, c'est une limitation de notre échantillon. Donc, ça donne un échantillon de ces types. Donc, je vais vous parler de ces personnes de façon différente. D'abord, je vais commencer avec les personnes célibataires. Euh, qui sont en nombre de 10. Ce sont des personnes célibataires, comme je disais, qui fréquentent, donc une personne fréquente, notamment Marty, des personnes qui ne cherchent pas à avoir des relations ou des personnes qui cherchent à avoir des relations. La façon dont ces personnes racontent leur célibat, et par ailleurs, je n'ai pas demandé pourquoi vous êtes célibataire, donc je fais pendant la conférence de Dr. Marsh. Les façons dont les personnes racontent leur célibat, c'est la fin d'une relation importante. Et ici, la réaction peut être soit de prendre une pause ou bien de se relancer dans le dating. Ou bien, les personnes se disent en train de prendre une longue pause après une série de déceptions, de ruptures, d'échecs ou de défis particuliers, par exemple épuisement ou burn-out. Ces personnes font aussi souvent état d'un travail qu'elles sont en train de faire sur elles-mêmes ou qu'elles savent devoir être sur elles-mêmes pour changer leur patron relationnel ou les patterns en bon québécois. C'est quoi les raisonnements en ce sens? La plupart des personnes interviewées attribuent leurs échecs ou leur situation de célibat à des raisons psychologiques, ce que je trouve très, très intéressant. C'est souvent des styles d'attachement, des blessures d'enfance, des lacunes dans la capacité de bien choisir, des patrons de conduite, je choisis toujours les mauvaises personnes, etc. Il y a deux exceptions. Une, c'est Arif, qui est un homme, le seul homme hétéro célibataire, ce qui recommande évidemment de ne pas généraliser, qui est le seul qui est capable de donner les explications structurelles dont Dr. Marsh parlait tout à l'heure. C'est-à-dire, il dit, ben, en fait, je suis dans une grande ville, le dating est impossible, il y a beaucoup d'individualisme, j'ai en fait des responsabilités de proche aidance, l'éthique du travail dans la grande ville canadienne empêche d'avoir des horaires flexibles, etc. Sauf que la solution pour Arif, c'est devenir un mâle alpha. Parce que s'il devient un mâle alpha, c'est pas drôle. Il devient un mâle alpha, il pourra enfin avoir l'assurance qui est demandée pour pouvoir rencontrer les bonnes femmes. La deuxième exception est Julien, qui est une personne non binaire asexuelle, qui attribue ses difficultés, par contre, à son asexualité, parce que la sexualité est encore difficile à comprendre collectivement, à son avis. Plusieurs personnes évoquent la nécessité, comme je disais, de travailler sur soi-même. Donc, je prends une pause pour travailler sur moi, pour ne pas répéter les erreurs, ne pas être prisonnier de mes besoins pathologiques. Cela est, par exemple, très fort pour des personnes qui ressortent d'expériences de violence conjugale. Certaines personnes essayent d'autres types de relations. Par exemple, Marty, qui fréquentait plutôt des personnes hétérosexuelles, a décidé de fréquenter des personnes polyamoureuses parce que elle a pensé que peut-être ça changerait la qualité de ses relations. Et donc, elle est en train, quand je l'ai interviewée, elle était en train de remettre à jour toutes ses connaissances sur qu'est-ce que le polyamour, elle était en train de chercher, etc. On constate la présence d'une théorie implicite qui associe le succès des relations futures qu'on anticipe à ce travail qu'on fait sur soi, donc pas à des circonstances sociopolitiques ou économiques, aux transformations de la sphère intime. C'est vraiment, je vais me changer. En général, le couple reste un idéal et une aspiration, surtout en termes de partager un projet de vie avec quelqu'un. Certaines personnes décident que cette aspiration ne se réalisera pas, ce qui est généralement un effet de l'âge dans mon échantillon. Par exemple, Olivine, qui a 72 ans. D'autres recherchent des solutions qui ont généralement à faire avec devenir une personne différente. Encore une fois, se changer, se soigner, etc. Les personnes se bâtissent généralement, ce qui est intéressant, ça fait écho aux données qu'on a entendues tout à l'heure. Les personnes se bâtissent généralement un réseau de soutien et un calendrier d'activités. L'exception est justement Arif, le cas de tout à l'heure, qui vit dans une grande ville, qui a des responsabilités de proche aidance. Mais par exemple, il y a des personnes qui disent, finalement, j'ai tellement un bon équilibre, surtout des personnes dans la quarantaine, j'ai tellement un bon équilibre, j'ai des activités, j'ai ma profession, etc. Pourquoi je me remettrais dans le marché du dating?
Le deuxième sous-échantillon, le deuxième groupe du sous-échantillon, c'est les personnes en relation non monogame consensuelle, 7 personnes. Ce sont principalement des personnes qui se définissent polyamoureuses, même si ici, moi, je le soupçonne que polyamour soit devenu un peu une espèce de terme parapluie parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas vraiment de relation qu'on pourrait qualifier de polyamoureuses, mais c'est un peu, sur le polyamour, c'est un peu le cadre de référence que ces personnes ont, donc parce qu'ils ont lu les livres, ils ont écouté les podcasts, ils ont suivi les chaînes YouTube, etc. Il peut s'agir de personnes qui ont plusieurs relations, qu'elles soient hiérarchisées ou non hiérarchisées. Par exemple, Florence a une relation principale avec sa partenaire qui est au point de jonction d'une configuration en V, mais elle a en même temps, Florence, en même temps, des rencontres, des flirts, des moments d'intimité avec des personnes qu'elle rencontre de différentes manières. Ou Tom, par exemple, et son partenaire qui ont une relation ouverte à des fréquentations sexuelles occasionnelles. Mais il peut s'agir aussi de personnes dont le partenaire ou la partenaire a plusieurs relations, tandis qu'elles choisissent un style relationnel exclusif du point de vue affectif ou sexuel. Par exemple, Elisa a commencé sa relation avec son partenaire actuel dans un carré polyamoureux qui a duré un certain temps, mais est retournée à une relation monogame à cause de l'investissement de temps et d'énergie que le polyamour lui demandait. Donc, quel raisonnement on voit ici? Bon, selon les personnes interviewées, un aspect très positif de configuration non monogame consiste en l'effet de pouvoir partager différentes choses avec différentes personnes, ce qui est d'une part la solution à l'obligation de tout partager dans le couple, ce qui diminue évidemment les attentes mutuelles et la pression aussi sur une seule relation, mais aussi c'est une solution aux limites qui sont désormais rentrées à faire partie de la réflexion collective depuis longtemps, du modèle dans lequel une seule personne doit répondre à tous nos besoins et à tous nos désirs, ce qui est confirmé par la littérature, par exemple les travaux de Amy Morse et ses collègues sur les relations non monogames consensuelles. Les besoins et désirs qu'on souhaite réaliser, qu'on souhaite rencontrer dans d'autres relations peuvent survenir à certains moments. Donc, il est important pour ces personnes d'avoir toujours un canal pour réviser les arrangements. Florence, par exemple, ne partageait pas le désir de parentalité de sa partenaire et sa partenaire a pu réaliser ce désir de parentalité avec une autre personne, son autre partenaire. En effet, le moment clé de la vie, donc début de la vie professionnelle par exemple, ou leur anticipation, désir d'avoir une famille par exemple, peuvent entraîner des reconfigurations des relations non monogames vers une forme qui permet davantage d'investissement sur un projet commun avec une personne en particulier, ou bien le contraire. Donc, les relations peuvent évoluer vers différents niveaux d'ouverture en fonction de la disponibilité émotionnelle ou de la situation personnelle des partenaires. Les données de Félix Dussault, qui est ici et qui va soutenir sa thèse le 16 juin, par ailleurs, là-dessus, vont dans la même direction. Je vous recommande fortement de lire sa thèse de doctorat. Par exemple, Tiana et sa partenaire ont eu besoin d'une phase qu'elle définit monogame pour consolider leur relation qui avait débuté dans un trouble et ont ensuite réouvert la relation à d'autres rencontres et à d'autres personnes. Cette relation plus longue reste un ancrage pour Tiana sans qu'il y ait des hiérarchies affectives entre ses partenaires. Les personnes en relation non monogame rapportent un processus d'apprentissage important relativement aux défis et aux particularités de leur mode de vie. Cet apprentissage passe par des lectures, l'écoute des podcasts, des échanges surtout et des expériences de partage à l'intérieur de communautés, à la fois en ligne et en personne. Finalement, les personnes témoignent d'un travail émotionnel et relationnel important pour gérer la complexité relationnelle, affective et interactionnelle des configurations non monogames. Elles racontent par exemple que la communication doit être plus structurée, prendre régulièrement un moment spécifique, même avoir un scénario fixe pour le déroulement des discussions qu'on a sur la relation, par exemple, parce que le temps ensemble est plus contraint et plusieurs désirs et besoins doivent être harmonisés. Parfois, il y a des défis, la jalousie, le sentiment d'être délaissé reviennent. Et donc, il y a des accords qui sont des arrangements qui sont organisés. Par exemple, Pauline, qui était choquée la première fois que, même si sur papier, elle était d'accord, mais la première fois que son conjoint a eu de la sexualité avec une autre personne, là, elle veut que son conjoint envoie un texto pour lui dire « je t'aime, bonne nuit » à chaque fois il est en train de dater une autre personne. Donc, ça la rassure et tout va bien à partir de là.
il y a des frontières au partage dans la relation que les personnes rapportent, notamment les détails concernant la sexualité avec une autre personne sont souvent mentionnés comme de l'information qu'on ne partage pas. Donc, il n'y a pas une transparence totale là-dessus parce qu'on ne veut pas engendrer des comparaisons, par exemple, ou des frustrations. Plusieurs personnes mentionnent aussi la nécessité de bien s'organiser. Donc, il y a des défis logistiques et d'avoir plus d'intentionnalité pour passer du temps avec leur partenaire, surtout lorsque la cohabitation n'est pas là pour fournir une base de coprésence quotidienne. Ce qui nous amène tout doucement vers le troisième groupe, donc les personnes qui ne cohabitent pas, qui sont en nombre de 6. Ce sont parfois les mêmes personnes qui est dans la catégorie précédente, donc qui est dans la catégorie non monogame. Mais il est intéressant, je pense, de regarder la logique relationnelle de deux points de vue, du point de vue de l'organisation affective et de celui de l'organisation matérielle. Donc, je les ai incluses ici aussi. Le choix de ne pas cohabiter peut reposer sur une évaluation de la temporalité de la relation. Après, celle qu'elle appelle une relation COVID, c'est-à-dire une relation dans laquelle on a cohabité trop rapidement, elle a dit, Rachel songe à cohabiter avec son partenaire actuel et lui a proposé pour tester la relation. Et lui, il a répondu, non, il faut être ensemble au moins 2 ans pour pouvoir cohabiter. Les personnes peuvent aussi choisir de ne pas cohabiter lorsqu'elles sont justement en relation avec plusieurs partenaires. Alex, par exemple, habite avec un de ses partenaires dans une colocation, mais son partenaire principal, avec lequel Alex a un projet de famille, habite ailleurs. Et elle dit, si jamais on a un enfant ensemble, il faudra qu'on révise la cohabitation. Donc, peut-être qu'on envisagera d'habiter ensemble. La cohabitation peut être aussi, disons, plutôt, la non-cohabitation peut être aussi apparente. Et ça fait un peu écho à certaines des présentations, je pense qu'on a vu aujourd'hui, à certaines des questions qu'on se posait justement sur qu'est-ce que veut dire un ménage, qu'est-ce que veut dire un couple, qu'est-ce que veut dire une famille, notamment avec les présentations de Maud et de Jacob. La cohabitation, c'est-à-dire, peut être plus complexe que seulement 2 personnes qui cohabitent ensemble. Notamment, Florence, dans une relation précédente, avait un système d'appartements adjacents dans sa relation polyamoureuse pour accommoder les différentes relations à des moments différents de la journée ou de la semaine. Le partenaire d'Elisa a une autre conjointe qui a un autre conjoint et les 3 ont un système d'appartements adjacents pour se voir plus facilement, surtout parce qu'ils ont un projet de parentalité ensemble. En ce sens, est-ce qu'on peut considérer que ces personnes ne cohabitent pas? Gros point d'interrogation. Le choix de ne pas cohabiter peut être motivé par le désir de préserver une autonomie au quotidien, dans le sens de liberté de gérer ses horaires, ses activités, de suivre ses envies. Charlène, par exemple, dit qu'elle ne veut pas du tout tout recommencer si une relation cohabitante se termine. Tout recommencer, ça veut dire séparer les biens, séparer la maison, etc., se trouver un logement, etc. Elle est un cas intéressant parce qu'elle est autonome financièrement, professionnellement épanouie, propriétaire de sa maison. Elle partage plein d'activités avec son conjoint. Son conjoint actuel a 3 enfants dans l'adolescence et Charlène ne veut pas habiter dans la maison que son conjoint partage avec ses enfants parce qu'elle craint que la routine de famille tue son amour, sa relation d'amour, que ça brouille les frontières de son autonomie et la force à rentrer dans le rôle de belle-mère et d'épouse. Et intéressant, son conjoint l'a convaincue qu'elle a un blocage psychologique. C'est pour ça qu'elle ne veut pas aller habiter avec lui. Et donc, elle est allée consulter. Et l'issue est vraiment tragique. C'est pas du tout drôle parce qu'elle s'est fait dire qu'elle a effectivement un complexe d'Édipe pas résolu et donc qu'il faut qu'elle travaille sur ça. Voilà, ça c'est... je tenais à les mentionner parce que c'est vraiment un excellent exemple de cette psychologisation dont je parlais tout à l'heure. Les raisonnements, encore sur les raisonnements, plusieurs personnes invoquent justement qu'il y a une bonne vitesse dans le développement d'une relation et cette logique implique une représentation du bon moment pour commencer à cohabiter et j'interprète cela en lien avec le symbolisme de l'engagement, c'est-à-dire la cohabitation symbolise encore un projet relationnel, un pas
qu'on fait pour démontrer qu'on est sérieux, beaucoup plus que le mariage, j'ai l'impression, aujourd'hui. En ce sens, la cohabitation a encore une valeur de projet conjugal pour plusieurs. Elle est idéalisée comme un modèle d'intimité, de partage, de proximité affective dans l'espace domestique, vu comme le cadre le plus propice pour cultiver une relation en termes de rythme, d'espace, de routine, etc. Il est donc facile de culpabiliser le partenaire ou la partenaire qui résiste à la proposition d'aménager ensemble. Cependant, accommoder les relations polyamoureuses, surtout non hiérarchiques, comporte de repenser les aménagements pour favoriser l'intimité et une certaine routine avec plus qu'une personne. Pauline observe, par exemple, que quand on cohabite avec une seule personne dans une configuration polyamoureuse, cela revient par défaut à hiérarchiser les relations malgré la volonté de ne pas hiérarchiser. J'ai parlé de la solution des appartements adjacents. Il y a aussi André qui cohabite avec son partenaire et qui a acheté un logement avec une chambre de plus au cas où une troisième personne rentre dans leur relation, mais c'est encore hypothétique. Les gens veulent être chez eux, mais avoir une intimité ensemble aussi avec plusieurs personnes. Et il est intéressant de se demander quelles solutions sont disponibles pour des personnes moins bien nantis dans un contexte urbain et de crise de logement et de pénurie justement surtout des logements abordables. Voilà, je m'en viens aux conclusions. J'espère que je n'ai pas trop de... Qu'est-ce qui se passe là? OK. Je n'ai pas trop dépassé. Je conclus, mais c'est là, tous les punchs de ma présentation sont ici. Donc, quelques remarques conclusives. En général, les résultats du projet MACLIC montrent que le couple comme relation intime, monogame, cohabitante, représente encore une référence normative importante qui organise les imaginaires, oriente la projection dans le futur, ainsi que la planification personnelle, par exemple, chez les personnes, comme je disais, qui croient avoir besoin de travailler sur elles-mêmes pour se préparer à la bonne relation dans le futur. Et j'ose dire ici qu'une des hypothèses que je vous propose, c'est que par contre, il y a deux valences différentes de l'idée de couple. D'une part, le couple comme organisateur du projet de vie, en termes de famille, propriété, carrière, activité, routine, etc. Et l'autre, le couple comme modèle de proximité, d'intensité, de sécurité, le cocon émotionnel, vraiment la proximité qui pourrait être tout à fait, comme d'après moi, et c'est l'autre hypothèse que je vous propose, d'après moi, pourrait être aussi compatible avec la non-exclusivité et avec la non-cohabitation, justement. J'y reviens tout de suite. Mais c'est quand même encore par la référence au couple monogame qu'on pense les arrangements relationnels qui ne s'y conforment pas. Surtout les personnes célibataires interviewées, la majorité desquelles ne se disent pas célibataires par choix, maintiennent dans leur récit l'horizon d'attente qui est celui du couple amoureux, expriment du regret par rapport à son manque. L'intimité à deux est encore idéalisée comme lieu du bonheur, épanouissement et authenticité, comme si, j'ai l'impression, avoir accès à ce lieu était la manière de devenir la personne que nous pouvons être. Donc, ce constat certainement va dans la même direction de ce que Sasha Rosenhill disait ce matin. Elle en parlait dans sa conférence d'ouverture. Cette persistance, cette ténacité de la norme du couple induit aussi une certaine méfiance à l'égard d'un mode de vie qui ne s'y conforme pas. Ça, je ne vous raconte rien de nouveau. Cependant, on pourrait, je pense que les choses pourraient avoir changé. C'est-à-dire que j'ai l'impression que la stigmatisation, la marginalisation ne soit pas le plus grand problème que les personnes que j'ai interviewées vivent ou dont elles font état. Donc, ce serait intéressant de voir quelles sont les perceptions justement de ces différentes configurations relationnelles, du statut relationnel. Un imaginaire qui est relié à celui de la norme du couple me semble aussi particulièrement tenace, c'est celui de l'escalator relationnel, Relationship Escalator, qui envisage la bonne séquence d'étapes dans une relation avec le niveau d'engagement et les choix correspondants qui doivent aussi tomber à des moments plus ou moins réguliers de la vie, par ailleurs, tels la parentalité ou la cohabitation.
Plusieurs personnes évoquent l'idée du bon rythme pour faire évoluer une relation. Cet imaginaire pousse les gens à se questionner beaucoup lorsque le cours de leur relation ne correspond pas à ce bon rythme. Les personnes s'efforcent aussi de penser et de vivre en dehors la norme du couple en effectuant un parcours d'apprentissage par 3 canaux principaux. L'expérience personnelle, le partage d'expériences au sein des différentes communautés et la consommation de produits culturels relatifs à leur mode de vie. Donc, je disais tout à l'heure, les séries télé, les livres, les podcasts, les personnes en citent vraiment énormément. Il y a aussi une réflexivité collective par rapport aux alternatives au modèle traditionnel du couple qui se répand, surtout parmi les personnes ayant un niveau d'éducation élevé, ce qui me semble justement diminuer graduellement la portée normative du modèle couple pour les personnes qui ne souhaitent pas cohabiter et les personnes non monogames, sans doute plus que pour les personnes célibataires qui me semblent par contre encore ressentir beaucoup la pression de la norme du couple. Il y a aussi une prédominance, j'ai 2 minutes, la prédominance d'un langage psychologique dans l'analyse individuelle des expériences relationnelles, comme je vous disais tout à l'heure. Quand des problèmes surviennent, la solution la plus mentionnée pour regagner un sens de contrôle est le parcours de psychothérapie ou la tentative de changer ses patrons psychologiques, ce qui me semble faire problème. Un peu pour revenir à ce que Dr. Marsh disait tout à l'heure, il n'y a pas vraiment de narrative ou de récits qui sont en condition d'expliquer par des contraintes structurelles ou des conjonctures structurelles ce qui se passe dans la vie des gens. Et ça, c'est extrêmement dommage. Je vais faire de ça ma mission pour les 30 prochaines années. Un dernier constat pour la recherche, les préférences relationnelles des personnes changent selon l'étape de vie. Christophe Giraud le montrait pour le choix de la non-cohabitation. Félix Dussault le montre pour le choix de la configuration relationnelle. Il serait erroné de considérer les parcours intimes des gens comme monolithiques, comme des formes d'engagement qui représentent des contraintes stables. Les choix et les idéaux relationnels des personnes évoluent au fil des étapes biographiques et des contraintes et des opportunités qui s'y accompagnent. Et justement, je me dis que c'est pour ça que, comme Félix Dussault, justement, le plaide dans sa thèse de doctorat, peut-être on pourrait arrêter de considérer que le désir d'exclusivité ou le désir d'avoir des moments d'exclusivité soit complètement incompatible avec une idée de relation non monogame, parce que souvent, les deux choses peuvent être compatibles. Donc, avoir un désir d'une intimité exclusive avec quelqu'un, exclusive du point de vue émotionnel, tout en pratiquant des relations qui sont non exclusives du point de vue de leur organisation. Voilà, je pense que j'ai tout dit, ce que je voulais dire. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.